Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Débat de presse. C'est parti pour une heure d'échange autour des grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale cette semaine. Nous parlerons uniquement des sujets qui ont marqué l'actualité nationale. Et au menu, donc, nous avons le procès du putsch manqué de septembre 2015 avec le début de la diffusion des éléments sonores, notamment les conversations téléphoniques. Nous parlerons de la situation sécuritaire au Burkina, particulièrement de l'opération Otapoinou en cours dans l'est du Burkina. Il sera aussi question des enlèvements et assassinats qui ont eu lieu dans le Sahel burkinabé au cours de la semaine. Au menu également, la sortie médiatique du chat noir du Nayala, le docteur Émile Paré, qui s'est exprimé sur la gestion du pouvoir par le MPP, notamment la présence dans le gouvernement d'éléments donc de la société civile. Et puis enfin, nous parlerons de football avec l'élimination des étalons qui ne participeront pas à la CAN 2019 en Égypte, malgré leur victoire à 1-0 sur les Mourabitoun de la Mauritanie vendredi dernier au stade du 4 août. Pour discuter de ces différents points de l'actualité nationale, je suis en compagnie de trois confrères de la presse nationale. Donc, Boukari Woba de Mutation est avec nous. Bonjour Woba. Bonjour Sagnon. Nous avons avec nous Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Paul Miki Rwamba de Ouaga FM est également avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Le procès du putsch manqué est entré dans une phase importante, celle de la diffusion des éléments sonores. Depuis mercredi, certaines conversations téléphoniques ont été diffusées. Il s'agit surtout d'appels téléphoniques entre le général Gilbert Djendjéré et certaines personnes, notamment l'autre général impliqué dans ce procès, le général Djibril Bassolé. Oui, Paul Miki. Oui, c'est effectivement une phase importante du procès et je crois que là, nous sommes arrivés à un débat purement juridique. Et vous avez certainement vu ce qui s'est passé sur l'opportunité ou non de rendre public ces éléments sonores qui constituent évidemment des preuves parce que vous savez certainement que lorsqu'on se retrouve dans un procès, le plus important, ce sont les éléments de preuve. Il y a eu un débat, nous l'avons suivi, sur l'opportunité ou non de diffuser ces éléments de preuve sonores. Parce qu'il s'agit effectivement d'éléments qui peuvent relever un peu de la vie privée des gens, parce que les écoutes sont strictement privées. Mais là également, nous sommes dans un cas d'un procès où les deux parties, à partir de ce qu'on les a entendus dire, veulent en tout cas une certaine vérité, une certaine manifestation de la vérité. Donc, de mon point de vue, il aurait fallu effectivement y aller avec la diffusion de ces éléments sonores. Maintenant, je n'ai pas très bien compris l'attitude de certains avocats de la défense. Notamment, on peut les comprendre parce qu'ils défendent en tout cas coûte que coûte leurs clients. Parce que beaucoup avaient récusé d'ailleurs l'authenticité de ces écoutes téléphoniques. Et je ne comprends pas également pourquoi on ne veut pas les rendre. Ils ne veulent pas qu'on les rende publics, même s'ils disent en même temps qu'ils ne se reconnaissent pas. Donc, en réalité, ça peut être un peu gênant, on le reconnaît. Mais en tout cas, pour la recherche de la manifestation de la vérité, il aurait fallu effectivement y aller avec ces diffusions. Parce que nous sommes déjà dans un procès et on est largement avancé dans le procès. Il va falloir donc que la vérité soit dite. Et ce sont les preuves qui sont les éléments assez importants dans la manifestation de cette vérité. En tout cas, vous l'avez dit, pour ces avocats de la défense, notamment du général Djendjéré, ces éléments sonores ont été fabriqués. Et c'est pourquoi il n'y a aucune provenance. Zoubaviel. Alors, effectivement, quand on prend le procès en lui-même, depuis le début, il y a une sorte de loi d'omerta qui fait que jusque-là, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, il y avait beaucoup de non-dits qui ne permettaient pas aux Burkinabés de cerner en fait tout ce qui s'est passé lors de ces événements. Et les écoutes aujourd'hui sont un moyen pour le parquet militaire qui a été longtemps accusé de tergiverser sur le sujet, de montrer aux Burkinabés ce qui s'est passé, ou du moins un pan de ce qui s'est passé, ce qui se tramait. Alors, pour ce qui concerne, pour revenir au sujet, les écoutes, effectivement, depuis leur diffusion, même avant la diffusion, ça avait fait l'objet de beaucoup de polémiques. D'abord, on a dit que ce n'était pas authentique, que c'était des choses qui étaient fabriquées. Le parquet a tenu coûte que coûte à les diffuser
et à confondre les accusés à ces écoutes-là. Bien évidemment, les écoutes ont commencé et il y a un certain nombre d'évidences qui commencent à se dessiner. Et je dois même rappeler que même ceux qui ont contesté et la crédibilité même de ces écoutes sont allés porter plainte au niveau de la CEDEAO, non pas pour écoute trafiquée, mais pour écoute qui porte atteinte à la vie privée. Je pense notamment que la légalité. De ces voilà, la légalité même, voilà, la légalité. Donc vous voyez déjà qu'il y a deux choses. Il y a une contradiction qui est là. Au Burkina Faso, vous dites que c'est fabriqué. À Abuja, vous dites que non, bon, ce n'est pas fabriqué, mais ça porte atteinte à une vie privée. Donc il y a déjà quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Et la deuxième des choses, c'est que l'avocat de Djibril Bassolé, qui s'est déporté, qui n'a pas voulu écouter, selon le parquet militaire, lors des événements, il a eu une conversation téléphonique avec Djibril Bassolé entre le 25 et le 29 septembre 2015, qui a été aussi interceptée. Vous voyez que l'avocat même... Donc, il s'est trouvé un peu dans une situation de malaise, de pouvoir dire que cette conversation qui me lie même à Djibril Bassolé n'est pas la mienne. Donc, il y a une sorte de malaise qui a fait que, bon, il est parti, il n'a pas voulu assister au débat. Et le parquet militaire, pour convaincre même tout le monde que les écoutes ne sont pas, comme on appelle, fabriquées, est parti au niveau des réseaux téléphoniques. Vous savez, quand l'expert a fini son rapport, on a dit non, bon, c'était un rapport, c'est venu des téléphones, bon, ce n'est pas vrai, tout. Alors, je prends un exemple concret pour aller un peu plus vite. Par exemple, si je prends le 17 septembre 2015, entre 7h04 et 7h05, il y a eu peut-être des appels qui ressortent dans le rapport d'expertise. On dit que c'est faux. Alors le parquet militaire, pour être juste dans la chose, va à tel mob aller tirer les relevés téléphoniques de Djibril Bassolé. Et ça prouve qu'entre 7h05 et entre 7h03 et 7h05, effectivement, il y a eu une conversation avec X. Et la même conversation se retrouve avec les mêmes dates, les mêmes horaires dans le rapport d'expertise. Et c'est ce qu'on a diffusé. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui se recoupent, il y a des évidences qui commencent à se dessiner et des gens ont peur, en tout cas c'est l'impression que j'ai, des gens ont peur d'affronter un certain nombre d'actes qui ont été posés lors des événements. Alors contrairement à ce qui donc, avait déclaré à la barre lors de sa comparution le général Djibril Bassolé, il y a eu finalement, si on en croit en tout cas à ses écoutes, une conversation entre les deux généraux, ce qui n'avait pas été admis donc, au début donc, de ce procès. Ouba. Oui, tout à fait, il y a eu une conversation entre les deux et je dois avouer que personnellement j'ai été surpris de découvrir cet élément sonore-là dans les pièces parce que je n'avais pas imaginé effectivement qu'il y a pu y avoir communication entre les deux, mais il y en a eu, mais c'est une des rares communications justement. Je crois que les deux généraux ont très peu communiqué à l'occasion de ces événements-là, 1 ou 2 appels et puis ça s'arrête là, mais le plus souvent ils ont peut-être communiqué à travers des intermédiaires, notamment Bassolé a beaucoup plus communiqué avec Fatmata Diawara qui est la belle-fille donc de Djendjéré. Donc il a beaucoup plus échangé avec cette dernière-là et puis avec lui aussi ses propres lieutenants et puis éventuellement des personnes à l'extérieur. Donc un peu par rapport au débat qui est posé sur ces écoutes-là qui sont rejetées par les avocats de la défense, c'est le débat sur la vérité et la légalité. La légalité ne conduit pas très souvent forcément à la vérité. Et la vérité, souvent, n'est pas forcément du domaine du droit de la justice. Ces éléments sonores qu'on a aujourd'hui dans le dossier, ça ne peut, en tout cas, quand on les écoute, imaginer que ça puisse être une invention. Pas du tout. Et comme Zubaviel le disait, il y a des éléments qui permettent d'établir la traçabilité de tout cela. C'est notamment les relevés téléphoniques éventuellement de chaque accusé dans ce dossier-là. Et ça, c'est des éléments qui sont toujours disponibles au niveau des opérateurs de téléphonie qu'on peut à tout moment aller consulter. Donc, ces écoutes téléphoniques, du moins ces échanges téléphoniques-là, ont bel et bien eu lieu. Maintenant, comment est-ce que ces échanges-là ont été obtenus? Voici là où, justement,
les avocats de la défense devaient peut-être se focaliser depuis le début du procès, mais au lieu de cela, au début du procès, ils ont avancé les arguments du fait que les écoutes, même du moins ces conversations n'ont jamais eu lieu. Tout ça, c'est du faux, ça a été inventé. Il faut rappeler peut-être aussi aujourd'hui, sur la légalité, on peut effectivement en discuter. Oui, il y a beaucoup de ces éléments qui n'étaient pas connus. Bien sûr, l'élément le plus connu, c'est cet échange téléphonique entre Bassolé et puis Guillaume Soro, élément qui a été largement diffusé sur Internet, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Il y a tellement de conversations téléphoniques, tellement édifiantes, j'allais dire, qu'aujourd'hui, toute personne qui a accès à ces documents-là doit pouvoir se faire sa propre religion. Je dois dire que pour ce qui concerne la production des pièces et à conviction, au fur et à mesure que les choses évoluent, ce n'est pas une sorte d'entrave à la loi. Parce qu'on a dit que toutes les parties peuvent produire des preuves jusqu'à la clôture des débats. Et vous vous souviendrez que le général Djendéré, à un moment donné, avait envoyé des sortes de plans, de factures, pour justifier un certain nombre de transactions financières qui avaient été faites, notamment pour ce qui concerne les 85 millions dont on parlait en son temps. Donc actuellement, le parquet militaire, même jusqu'à demain, quand on prend les relevés téléphoniques au niveau des opérateurs de la place, alors c'est parce que les débats sont arrivés à un certain niveau où le rapport d'expertise était attaqué de toutes parts. On a dit, bon, comme vous rejetez l'expertise, on va aller à tel mob, bon, parce que la plupart avaient des numéros tel mob, on va à tel mob, on va prendre un relevé. C'est en cela que le parquet militaire a pu avoir des relevés entre Adama Ouedraogo Damis et le général Djendéré. Et de ces relevés, il ressort même que ce n'est pas une question de nuit. Parce que quand on prend la déposition, c'est comme si c'est la nuit, bon, pour une curiosité journalistique, lui s'est retrouvé au palais au camp Nabakoum 2. Mais il se trouve que depuis midi, selon ces relevés téléphoniques, les deux hommes étaient en communication. Alors, mais à ce niveau, il y a des débats aussi sur la voix donc, du présumé Damis. Oui, effectivement. Quand il y a même une de ces questions qui m'a fait sourire. Quand on a fini de diffuser, on l'a appelé à la barre pour lui demander est-ce qu'il le reconnaît. Il dit, bon, il a posé la question au président du tribunal, de vous à moi, est-ce que ça c'est ma voix? C'est son droit. Et bon, il n'y a pas eu d'expertise, puisque la seule expertise qui a été réalisée dans le cadre de ce dossier, ça a été celle qui concerne la communication entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. Alors, pour le reste, c'est une question technique qui échappe même aujourd'hui à l'appréciation du juge. Parce que lui ne peut pas s'asseoir comme ça et imaginer que c'est la voix de Damis. Mais maintenant, voilà pourquoi le parquet militaire, pour confondre davantage les accusés, est obligé d'apporter d'autres éléments pour corroborer un peu ce qui est contenu dans le rapport. C'est-à-dire que les horaires, au moins, on peut les retrouver. Entre des tranches de minutes, voilà les communications qui ont eu lieu, qui se retrouvent chez les opérateurs et qui se retrouvent dans le rapport. Voilà, issus des téléphones, des différents téléphones portables. Oui. Sur cette question concernant Damis, je crois que ça a été relayé comme étant effectivement la voix de Damis, mais personnellement, j'ai un doute là-dessus. Il y a eu beaucoup plus d'échanges, de communication entre Damis et puis le général Djendéré plutôt, qu'entre Damis et puis Bassolé. Il est possible qu'il y en ait eu. Mais l'élément sonore dont il est question serait probablement la voix de Adam Skiema, qui est un des lieutenants de Djibril Bassolé, dont à l'époque était avec lui. Maintenant, il appartient justement à Damis éventuellement d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas de lui, puisqu'il l'a défendu devant la barre, que le jour en question, il avait déjà quitté le territoire parce qu'il était malade, il serait allé se soigner. Donc je pense que s'il arrivait à apporter éventuellement les preuves qu'il était hors du pays, peut-être que d'une certaine manière, ça peut mettre des bémols dans ce dossier particulièrement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, on parle des échos téléphoniques, il y en a qui sont indiscutables, mais en réalité, comme l'a dit Ouba, il y a certainement une marge d'erreur dans tout cela. Mais c'est une marge d'erreur de mon point de vue qui ne devait pas entacher en tout cas la crédibilité de ces pièces à conviction qui sont aujourd'hui reversées au dossier. Donc je crois qu'on risque de perdre beaucoup de temps sur cette question d'écoute téléphonique. Dans tous les cas, le dernier mot revient aux juges qui ont en charge le dossier, qui vont à un moment donné examiner, pour voir si ces éléments ne peuvent être retenus ou pas, en tout cas dans le cadre de ce procès du putsch manqué. Mais comme Dabiré l'a dit, effectivement, ça devrait permettre
d'éclairer la religion des uns et des autres, en tout cas sur ce qui concerne le procès du putsch et surtout l'ambiance. Parce que quand on parle de procès, que les gens viennent à la barre, chacun se défend, mais on n'a pas toujours une idée sur l'ambiance qui a prévalu au moment des faits. Donc les écoutes téléphoniques sont un élément qui peut venir montrer un peu quel est le niveau de l'ambiance et ça peut permettre d'orienter un peu la décision des juges. Dans tous les cas, comme on le dit, c'est un élément parmi tant d'autres, parce qu'il n'y a pas que les écoutes téléphoniques comme élément. Tout à fait, il y a bien d'autres éléments. Oui, alors sur ces écoutes, toujours, on a vu que le général Bassolé donc, a recommandé au téléphone à Gilbert Diendéré donc de conclure un bon DDR, ce qu'on appelle en tout cas dans le jargon, alors désarmement, démobilisation, réinsertion, pardon. Tiens bon mon cher, tu n'as plus rien à perdre, on est ensemble, il suffit de motiver les jeunes. Alors donc au regard de toutes ces conversations, alors maître Hervé Kam, donc de la partie civile, a conclu que Djibril Bassolé ne devait plus être considéré comme un complice, mais un acteur clé donc, dans ce dossier. Non, là, c'est, à mon avis, en tout cas, le point de vue de l'avocat. Effectivement, il peut le dire ainsi parce qu'il est dans une position où il défend justement la partie civile, mais ça peut être également une complicité. Un acteur clé, ça dépend de ce que l'on a comme définition d'un acteur clé d'un putsch. Par exemple, pour le cas de ce dossier, on a vu tous ceux qui sont passés à la barre déjà récusent, donc ne reconnaissent pas les faits pratiquement. Donc on a même de la difficulté à savoir qui effectivement fait le coup d'État, si l'on doit croire en tout cas aux déclarations qui ont été faites au niveau de la barre depuis le début du procès qui a duré plus d'une année maintenant. Mais lorsqu'on prend par exemple les bouts de phrases, si ça s'avère que c'est ce qu'effectivement le général Bassolé a dit au général Diendéré, moi personnellement je pense que ça peut être vu comme un soutien au putsch et non être considéré justement comme étant un acteur, parce que le putschiste ici c'est celui qui agit. Maintenant, celui qui apporte un soutien peut être considéré comme un complice. Et je crois que le procès le dit si bien depuis que ça a commencé. Maintenant, il y a effectivement des difficultés pour savoir qui endosse l'entière responsabilité de ce putsch manqué, si l'on sentit en tout cas aux déclarations qui ont été faites par l'ensemble des accusés. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas de putschiste déclaré. La paternité de ce putsch n'est pas encore... Il y a Maître Farama qui a un peu résumé cette situation en disant que tout porte à croire que le général Djibril Bassolé voulait faire un enfant dans le dos du général Diendéré. Parce que quand on regarde le déroulé de la chose, à partir du 17, il est resté en contact constant avec Fatoumata Teresa Diawara, avec qui il essayait quand même de jouer un rôle, ce n'est pas vraiment un rôle minime, c'est-à-dire un rôle de mobilisation des ressources, et on épiait le général. Ça ressort même des conversations où la bonne dame avait le numéro du garde-corps du général et de son chauffeur. Chaque matin, on essayait d'appeler ces deux personnes pour demander comment va le général aujourd'hui. Et lui ne savait même pas qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans son dos. Alors quand il s'est agi à un moment donné de trouver de l'argent pour mobiliser le noyau dur du RSP, pour qu'il résiste après la remise en selle de la transition, c'est Bassolé qui le faisait à l'insu du général Diendéré. Et à un moment donné, quand il a vu que les carottes étaient un peu cuites, il a appelé le général pour lui dire: tiens bon, crée une situation de sorte à ce que la CEDEAO puisse revenir dans le jeu et nous proposer un accord qui va permettre aux uns et aux autres. Et pour finir sur la question, je pense même qu'il y a l'une de ces communications où il s'est présenté comme l'homme de la situation. Le CDP aujourd'hui n'a plus les leaders qu'il faut pour jouer le rôle. C'est un conflit politico-militaire. Alors lui, il est général de gendarmerie militaire, il est homme politique de renom, ancien diplomate. Donc, c'est lui l'homme de la situation. Et avec ses réseaux au niveau international. Donc, il a présenté un peu la situation comme ça. Il a même tenu des propos un peu injurieux à l'égard d'un certain nombre. Voilà, on ne va pas répéter ici. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, Djibril Bassolé, en bon peut-être gendarme, on va le dire ainsi, est resté dans l'ombre et tirait sur les ficelles. À l'insu du général Diendéré, qui, quand il a su, je pense, a été vraiment déprimé de savoir que, bon, et vous avez fait peut-être votre coup d'État en griffe, parce que ce n'est pas encore établi jusque-là, vous avez fait votre coup d'État, et quelqu'un est en train de faire un coup d'État dans votre coup d'État. Et quand on regarde un peu comment tout ça allait finir, peut-être qu'il a eu peur même pour sa vie. Alors, jusqu'à où Djibril Bassolé était peut-être prêt à aller dans ce jeu. Donc je pense que c'est un peu... On aura peut-être la réponse peut-être avec la suite du procès. Ce qui s'est passé, c'est que le général Diendéré, à partir du 18 déjà, le général Diendéré
ne semblait plus être aussi engagé que ça. Vu la réaction prompte de la population dès le 16 soir et dans la nuit, le lendemain 17, une mobilisation encore forte, donc qui a fait des morts, et la résistance toute la journée du 18. Si vous écoutez les conversations téléphoniques du général Diendéré à partir du 18 et jour suivant, vous voyez que le général n'avait plus le courage. C'est véritablement de ça qu'il s'agit. En réalité, il n'avait plus le courage et le moral de poursuivre. Tous ceux qui l'appelaient, c'était des gens justement qui lui disaient il faut foncer, il faut avancer. Écoutez par exemple les communications de Fatoumata Diawara quand il échangeait tantôt avec son copain ou avec Bassolé, il ressortait justement qu'apparemment Diendéré n'agissait pas et qu'il perdait des hommes autour de lui, notamment les capitaines, les commandants qui auraient pu l'aider. Donc ils ont senti qu'il voulait lâcher la chose. Et ces gens-là venaient chaque fois pour le pousser davantage. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, véritablement, avec les écoutes que moi j'ai pu écouter, je résume en disant que quelque part, la peur du général Diendéré a permis de sauver la situation. Parce que justement, d'autres auraient été à sa place, ils allaient agir suivant les instructions que d'autres personnes venaient lui donner, mais alors que lui, à un certain moment, il avait commencé à se dégonfler véritablement. Donc, c'est quelqu'un véritablement qui n'a pas eu le courage jusqu'au bout et il s'est dégonflé. Oui, dernière réaction sur la question. C'est pour dire que je partage tout à fait l'avis de Woba. Effectivement, on a remarqué que le général avait abdiqué quelques heures après donc, le déclenchement du putsch, eu égard certainement à la mobilisation populaire dans les rues. Maintenant, pour répondre effectivement à Dabiré également, c'est qu'on a constaté effectivement que le général Bassolé était en train de fomenter un coup dans le coup, comme il a lui-même dit, mais nous sommes là dans le cadre d'un procès de putsch qui est bien déterminé, c'est-à-dire c'est qui sont ceux qui ont mis fin à la transition, ce sont eux qui sont les accusés. En tout cas, de mon point de vue, maintenant on peut prendre les principaux accusés et puis regarder autour d'eux qui ont été les complices de ce coup-là, qui ont été les soutiens de ce putsch manqué. N'oubliez pas qu'il y a la requalification même d'un certain nombre de charges. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez passer même du stade de complice en fonction des débats. Parce que quand on se rend compte qu'à un moment donné, vous n'êtes pas un complice, peut-être même que vous êtes même le cerveau de la chose et que, au début, dans l'instruction du dossier, on a dit que vous étiez complice. Parce qu'il y a eu des visages du coup d'État. C'est Diendéré, c'est Bamba. Mais quand on regarde même dans le fond, Bamba qui a lu le communiqué, c'était vraiment un rôle minime par rapport à un certain nombre de personnes qui n'ont pas agi, qui n'ont pas agi à visage découvert, mais qui se sont retrouvés être même des acteurs de premier rang. C'est-à-dire avec un téléphone, on est dans une maison et on coordonne des actions. C'est aussi possible. D'accord. Alors, on va fermer ce chapitre pour parler de sécurité avec l'opération Otapoinou. Je pense que je prononce bien, c'est sous le contrôle de Woba. Alors, lancée depuis quelques semaines, cette opération destinée à débarrasser l'Est du Burkina des nids de terroristes est toujours en cours. Au cours donc de cette opération, nous avons perdu quelques soldats dont les motos ont sauté sur des engins explosifs. Alors jeudi dernier, 21 mars, le ministre de la Défense, Chérif Sy, s'est rendu au siège de l'opération basée à Fada pour encourager la troupe. Alors justement, comment vous appréciez cette opération de sécurisation de l'Est du Burkina? Woba. Si c'est une opération militaire terrain, c'est à la fois l'action, mais c'est aussi la communication. J'ai trouvé qu'il y a quand même un volet communication assez important autour de l'opération Otapoinou. Et la communication en matière de guerre, c'est très important, aussi bien pour la troupe, donc pour son moral, que pour l'opinion même. Je crois que dès que cette opération a été lancée, il y a eu un effet positif au sein de la population qui, d'une certaine manière, a accompagné cette opération-là, parce que ça a été vivement salué. Et je crois aussi que c'est une opération apparemment qui a eu plus de moyens
que toutes les autres opérations qu'on a eu à organiser jusque-là, bien que ce soit essentiellement une opération proprement menée par nos forces armées, il y a plus de moyens dans cette opération en termes matériels, en termes humains, en termes de coordination. Donc je crois que c'est une opération assez importante qui concerne aussi bien l'Est, mais aussi le centre-Est, donc en partie. Vous avez relevé tout de suite les hommes que nous avons perdus. C'est un bémol, mais il fallait s'y attendre. Sinon, globalement, quand on regarde depuis le début de cette opération, il faut plutôt dire que les résultats sont d'une certaine manière encourageants. C'est positif pour le retour de la sécurité dans cette partie du pays. Parce que les écoles, par exemple, ont tenté de rouvrir, sinon même qu'on réouvert, parce que les informations que j'avais sur 74 écoles qui avaient été fermées, particulièrement dans la province de la Kompienga, là, il n'y en avait que 9 qui n'avaient pas pu rouvrir jusqu'à ce que hier ou bien avant-hier, on entre dans les congés. Donc je crois que c'est plutôt une très bonne chose. Oui, d'accord. Donc on peut dire qu'il y a une reprise en main de la situation par les FDS. Effectivement. Et pour abonder dans le même sens que Woba, alors au Tapuano, on aurait pu dire aussi une opération espoir. Parce qu'effectivement, cette partie du pays nous échappait. À un moment donné, c'était vraiment des opérations décousues qui manquaient de coordination et qui chaque fois quand même saignaient la nation. Et aujourd'hui, quand même, il s'est trouvé que l'état-major général des armées a mis en place une opération qui, quand même, a des résultats sur le terrain. C'est-à-dire que depuis un certain nombre de temps, on ne perd plus de soldats comme on en perdait chaque jour à un moment donné. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, c'est une opération terrain comme on l'a connu au Cameroun à un moment donné avec, comme on appelle, quand les Camerounais voulaient bouter Boko Haram hors de leur territoire. C'est-à-dire que c'est une opération d'envergure qui mobilise des ressources humaines nombreuses avec un matériel exceptionnel, comme Ouba l'a dit. C'est tellement qu'ici, on parle même de moyens aériens, comme à un moment donné, nous aussi, nous avons dit ici, sur ce plateau, qu'on dote vraiment les FDS de moyens conséquents pour ce travail-là. Donc, pour moi, ça fait renaître de l'espoir au niveau de la zone. Ça permet aux populations aujourd'hui d'accompagner les forces de défense et de sécurité. Parce que si vous, au cours de cette opération, vous mettez en place un dispositif qui permet de protéger vos informateurs, en même temps, c'est sûr que vous aurez le maximum de renseignements. S'ils savent qu'effectivement, ils peuvent être protégés juste après ça. Donc, pour moi, c'est une action salutaire. Mais maintenant, il ne faudrait pas que ce soit une action à l'image de l'opération Panga. C'est-à-dire que vous commencez une affaire, ça produit des effets, et à un moment donné, il y a une sorte d'accalmie sur 1, 2, 3 mois, et puis paf, on plie les barrages, on revient s'asseoir à Ouagadougou, on dit non, on a sécurisé la zone. Tout en oubliant que c'est une zone qui fait frontière avec beaucoup de pays. Vous avez le Togo, vous avez le Niger, le Bénin. Quand on chasse les gens, quand il n'y a pas de force, et avec une forêt qui est là. Donc facilement, c'est une zone où il faut maintenir le cap. C'est-à-dire, même s'il faut là, il faut que nous, on puisse même peut-être à l'intérieur organiser une sorte de mission onusienne chez nous, où on affecte des soldats dans cette zone-là pour, moyennant quand même un certain nombre de privilèges. Ça permettrait quand même de mobiliser, de sécuriser, de mobiliser beaucoup de soldats dans les zones attaquées et de les rétribuer, de les renumérer à une certaine hauteur. Oui, en tout cas, parlant d'actions concrètes sur le terrain, on a lu dans la presse, même s'il n'y a pas eu de confirmation, en tout cas, à mon avis, à 100% de la hiérarchie militaire, on a cité l'arrestation, par exemple, du chef terroriste qui agissait dans cette partie du pays. Oui, ce sont nos confrères de l'Observateur Palga qui ont donné cette information, qui semble être juste parce qu'il n'y a pas eu, justement, comme vous l'avez dit, une information contraire. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que l'opération au Tampouanou, c'est vraiment, comme l'a dit Dabiré, l'espoir. À mon avis, c'est ce à quoi s'attendaient les Burkinabés qui ont été pris à partie par les terroristes depuis un certain temps dans différentes régions, notamment la région de l'Est du Burkina. On a vu le gouvernement burkinabé a fait un certain nombre d'efforts récemment, en tout cas à travers l'opération au Tampouanou. Parce que aujourd'hui, pour le cas de l'Est, c'est vrai qu'on l'a dit, il fut un temps où tous les jours il y avait des attaques terroristes, beaucoup de gens avaient perdu espoir, les écoles étaient fermées, il y avait des victimes civiles et des victimes militaires, à cela s'ajoutait également les grands bandits. Donc l'Est était devenu pratiquement un état de non-droit et on avait beaucoup perdu espoir. Mais aujourd'hui, on a vu un certain nombre d'actions qui ont été menées. On a déjà l'état d'urgence
À cela, on ajoute le couvre-feu, plus l'opération Otampano, ça donne les résultats que l'on a. Donc, en réalité, c'est une opération à saluer. Avant Otampano, d'ailleurs, on a vu quelques actions des FDS dans la région de l'Est. Les médias même ont été témoins, puisqu'ils ont été convoyés pour voir un peu ce qui a été fait comme travail des FDS sur le terrain. Donc, ce sont des actions qui sont à saluer. On est demandeur que de ça, des actions qui ont des résultats concrets sur le terrain. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que je souhaite en tout cas que l'opération Otampano soit considérée comme étant une phase pilote, une phase d'expérimentation dans l'Est du Burkina, qui devrait faire école dans les autres régions, et parce qu'on n'a pas encore réglé la question de la sécurité dans la région de l'Est, dans la région du Sahel plutôt. Et même si là aussi, il y a des actions qui ont été menées avec récemment la neutralisation, entre guillemets, des 146 terroristes présumés et bien d'autres actions. Mais il faut que beaucoup de leçons soient tirées de l'opération Otampano, qui est vue comme une opération à succès, même si elle est toujours en cours de mise en œuvre. Et comme Dabiré l'a dit, il ne faut pas se limiter justement à cette opération de façon ponctuelle, et parce que si on replace tout de suite, les ennemis pourraient revenir. Et en même temps, il faut considérer également que ces mêmes ennemis pourraient se déployer vers le Sahel. Donc, à mon avis, Otampano dans l'Est, c'est une phase pilote. Peut-être d'autres opérations de cette même nature, en corrigeant les éventuelles erreurs d'Otampano, pourraient être menées dans le Sahel du Burkina, et pour que les terroristes soient véritablement vaincus, en entendant de penser à d'autres régions, parce qu'il n'y a pas que ces deux. Oui, Ouba. Il s'agit justement de sécuriser l'ensemble du territoire au même moment, en même temps. Parce qu'on a affaire à des gens, donc à ces terroristes-là, qui sont très mobiles. Ils ne peuvent jamais être au même endroit pendant un long moment. Sauf quand, effectivement, ces lieux sont désertés par les populations, par nos militaires. Donc, ils sont tellement mobiles que si vous allez les déloger dans une localité, dans une région donnée, naturellement, ils vont se retrouver ailleurs. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Avant qu'on lance l'opération Otampano, parce que c'est surtout à l'est que la situation était devenue dramatique. On avait pratiquement perdu certaines localités. Kabonga, pratiquement personne n'y entrait. La forêt. Il se passait des choses, et même l'autorité locale qui est là, gouverneur, haut commissaire ou maire, personne ne partait pour constater quoi que ce soit, et on n'avait pas nos militaires là-bas. On a fait une opération vite aller-retour, et puis on est revenu, et les mêmes individus non identifiés ont continué donc à mener leurs actions dedans. Donc on a lancé l'opération, et pendant ce temps, il y avait accalmie au Sahel, et vous avez vu que actuellement il y a une sorte de regain donc, de l'action terroriste au Sahel, avec peut-être une nouvelle méthode qu'on connaissait déjà, mais apparemment c'est devenu une méthode à succès ces derniers temps. Donc les enlèvements pour les terroristes. Et justement sur ce point, on a noté donc l'enlèvement de ces deux enseignants qui ont été exécutés. Et par la suite, on note également l'enlèvement du curé de Djibo et du maire de Marcoy qui ont été enlevés dernièrement. Ça veut dire qu'il faut peut-être des opérations Otampano sur peut-être l'ensemble du territoire, ou en tout cas des régions les plus touchées par le terrorisme. Oui, effectivement, il faut, comme Mickey l'a dit, il faut un maillage même du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de l'Est, parce que je crois savoir aussi qu'il y a une opération qui se mène au niveau du Sahel et même du nord du Burkina. Mais maintenant, est-ce que les trois opérations, de façon ont la même envergure, est-ce que c'est les mêmes moyens qui sont mis? C'est ça aussi toute la question. Mais je pense qu'il serait bien aujourd'hui que l'État prenne toute la ceinture. C'est-à-dire que quand on prend la région des Bobo du Lasso, les Hauts-Bassins, la boucle du Moun, la région du nord, du Sahel, l'Est, le centre-Est et autres, puisque ça fait une ceinture. Donc, ce sont des régions où l'État doit mettre vraiment les moyens, mobiliser les ressources de sorte à ce qu'on puisse maintenir le cap. Et surtout, ne pas lâcher prise. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons des frontières avec des pays où les choses aussi ne vont pas bien. Quand on prend par exemple le Mali, si vous baissez la garde un peu, ils quitteront le Mali pour entrer au Burkina Faso. Si vous baissez la garde à l'est, ils quitteront le Niger pour entrer au Burkina Faso. Donc, ici, ce sont des actions qui doivent s'inscrire dans la durée, voilà, avec le maximum de moyens. Mais maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que notre État pourra supporter cette guerre sur le long temps? C'est ça aussi toute la question. Parce qu'à un moment donné, on a parlé d'efforts de guerre. Personne n'a fait le bilan jusque-là, en tout cas. On n'a pas encore vu le bilan. On ne sait pas c'est combien est-ce que nous avons pu cotiser à un moment donné pour les FDS, pour voir. Parce que s'il y avait toutes ces actions, ces actions,
on pourrait comprendre que voilà ce qu'à un moment donné, nous avons mobilisé pour soutenir une FDS et aujourd'hui, ça porte des fruits. Demain, on pourrait vous demander, aller par exemple sur le prix de l'essence à plus 100 francs pour soutenir l'action. Mais comme personne ne fait de bilan, on s'assoit, on regarde et demain, on viendra encore nous dire voilà. Donc pour moi, il faut déjà faire ce bilan-là et demander, s'il y a un plus à demander, il faut demander un plus. Aujourd'hui, je pense que le budget de la défense s'est accru à un certain niveau, jamais égalé. Et c'est sûr que si nous devons maintenir le cap, à un moment donné, peut-être même qu'on va passer peut-être... Il faut forcément beaucoup plus de moyens. Donc, à un moment donné, il va falloir même convaincre les populations aussi, à travers une bonne gouvernance, de montrer que ce qu'on a demandé comme effort de guerre a fini par payer et voilà ce que nous pouvons demander. Je pense que c'est un sacrifice que tout le monde peut consentir à un moment donné si les résultats vraiment sont probants. Parce que la paix n'a pas de prix vraiment. D'accord. En tout cas, sur l'enlèvement du maire de Marcoy, l'UPC a fait un communiqué, en tout cas pour demander tous ceux qui auront des informations d'apporter des éléments d'information pour permettre de retrouver donc le maire. Bon, c'est vrai que ce communiqué de l'UPC a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais moi je ne vois pas le problème. Peut-être que l'UPC a manqué d'en faire autant lorsque d'autres personnes avaient été enlevées. Mais bon, il faut comprendre également, c'est un militant de l'UPC, il a été élu également sous la bannière de ce parti comme maire de Marcoy. Ça peut être compris sur le plan politique, en tout cas. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en tout cas, c'est de plus en plus inquiétant, ces enlèvements de personnes que l'on constate depuis un certain temps dans le Sahel du Burkina. On ne sait pas à quoi ça renvoie. Rappelez-vous les travailleurs de la Croix-Rouge qui ont été enlevés. Rappelez-vous également les travailleurs de cet opérateur de téléphonie mobile également qui sont portés disparus. On rappelle qu'il y a eu des libérations d'otages. Je pense que le chauffeur du maire le chauffeur a été libéré, le maire des éléments pas encore. Non pas Hollandais, Télécel également ont été libérés. Voilà. Maintenant, là où je voudrais en venir, c'est que moi j'ai bien l'impression qu'il y a un maillon faible dans ce processus, c'est la question de la justice. Parce que dans tous les cas, lorsqu'il y a des enlèvements conseils et ensuite on relâche les gens, en réalité, je crois que les investigations devraient nous permettre ne serait-ce que de comprendre ce qui se passe exactement. Qui sont ces personnes qui viennent enlever nos compatriotes de cette nature? Est-ce qu'ils sont des Burkinabés? Est-ce qu'ils sont de l'étranger? Est-ce qu'ils sont affiliés à tel ou tel réseau terroriste? C'est autant de questions. En même temps qu'on a connu des attaques terroristes où on a eu quand même des enquêtes, des débuts d'enquête sur le terrain, mais j'ai l'impression que ce sont des enquêtes qui n'aboutissent pas. C'est là d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, on a derrière des difficultés pour savoir qui nous attaque. Je voulais réagir sur le communiqué. Je ne suis pas d'accord avec Miki quand il dit que l'UPC, ça me rappelle un peu. Et ça fait Salifou Diallo quand il disait qu'à l'issue de l'insurrection et du coup d'État manqué, que le MPP a perdu ses militants. Bon, ce sont des Burkinabés qui sont tombés. Le maire de Marcoy est un Burkinabé. Ici, je pense que face à l'adversité, à un moment donné, il faut taire les petitesses politiques, les petitesses politiques là. Je trouve que c'est trop petit, ça ne grandit pas un homme politique de dire que c'est mon militant qui a été enlevé. Et si c'était un autre militant, si c'est même un militant, je ne sais pas, CDP, je ne sais pas, MPP, voilà. Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? Pour un homme d'État, c'est un citoyen burkinabé qui a été enlevé, ou du moins des citoyens burkinabés, un maire et un chauffeur qui ont été enlevés. Pour moi, à partir de ce moment, l'objectif, c'est de créer les conditions pour revenir à une situation normale pour leur libération. On n'a pas à spécifier, dire que non, c'est un militant de tel parti, tel parti. Si on doit rentrer dans ces considérations, le jour peut-être en griffe, et je touche du bois, on va moi m'enlever là, vous allez dire que je suis militant de quoi? Donc, je ne suis pas militant. En ce moment, personne ne va faire de communiqué pour moi. C'est l'AJB qui va le faire. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne condamne pas d'office l'UPC. Parce que si jamais ça arrivait à un journaliste, vous avez vu qu'on enlève des gens. L'AJB ne dit pas mot. Mais pas parce qu'on est consentant de leur enlèvement. Mais le jour que ça va toucher directement à un journaliste, c'est-à-dire on a l'obligation, en tant qu'association des journalistes, donc vous comprenez l'UPC? Moi je comprends l'UPC. Moi j'ai lu le communiqué, j'ai dit, parce que le problème c'est quoi? C'est vis-à-vis aussi des militants de ce monsieur qu'on a enlevé et de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur étant maire, il est membre de la famille UPC. Et un membre de la famille est enlevé et vous ne dites rien. Maintenant, il est normal que l'UPC se prononce sur toute
toute cette question de terrorisme sur les gens qu'on enlève tous les Voilà. jours. Mais En fait, il ne pour moi, peut c'est cette pas le faire généralité tous qu'il les faut, jours. parce que nous ne sommes pas tous politiques dans ce pays. C'est-à-dire que le jour où un militant et lambda en griffe est enlevé, qui va faire le communiqué à partir du moment où on n'est pas sûr qu'il appartient à un Non, parti? c'est quand même un maire. Non, c'est ce que je veux dire. Non, je veux dire que si d'accord va s'inscrire dans la dynamique de chapelle, à un moment donné, un jour, il y a des gens qui seront enlevés dans ce pays où vous ne pourrez pas faire de communiqué. Parce que vous ne saurez pas. Aussi que l'UPC, comme beaucoup d'autres partis, ont eu à certaines occasions de publier des communiqués d'ordre général pour condamner les attaques terroristes, les enlèvements, et j'en oublie. Mais cette fois-ci, c'était un cas particulier. Et je pense bien que la famille du maire là, a besoin d'avoir ce soutien politique de sa famille politique. Donc c'est tout à fait normal. Non, ce soutien, Et c'était un déplacement sur le terrain, aller rencontrer la base et de le dire. C'est un communiqué. Mais, non, le communiqué réalité, s'adresse à la communauté nationale. Vous faites un communiqué, vous dites à la communauté nationale, on a enlevé non pas un citoyen burkinabé, mais on a enlevé un membre de l'UPC. Moi, ça me pose problème. Donc si on enlève ZEF, l'UPC ne fera pas de communiqué. Non, moi je n'ai pas dit ça. Mais c'est cela, c'est-à-dire on enlève ZEF et puis l'UPC ne dit pas un mot. Non, même si l'UPC le fait, pour moi, c'est un communiqué qui dit qu'on a enlevé un burkinabé. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, quand on rentre dans les chapelles, il va arriver un jour où on ne pourra pas faire de communiqué pour certaines personnes. Différentes positions sur... Ce qui invite les populations à dénoncer éventuellement au niveau des forces de défense de sécurité. Je pense qu'il y a un volet citoyen également à l'intérieur, même si vous faites... non, ça devrait conserver un peu de neutralité quand même pour moi. Venant d'un parti, la neutralité... À Dori également, la communauté catholique donc, a fait un communiqué. Donc voilà, un communiqué relatif donc, à l'enlèvement du pied de Djibo. Alors donc on va clôturer ce débat pour parler peut-être une chose par rapport à ces enlèvements. Je crois que quelque chose ne fonctionne pas bien. Dans la stratégie d'un terroriste, je me dis que ça doit être plus facile de déboucher comme ça, assassiner quelqu'un, que de l'enlever et de partir avec la personne. Donc ça veut dire que s'ils enlèvent des gens, ça veut dire qu'ils font le plus dur. Et là, nous aussi, on ne devait pas permettre qu'on puisse enlever des gens, apparemment aussi facilement, et sur des grands axes. Et je me pose la question, entre le temps de l'enlèvement, ça veut dire qu'on a kidnappé la personne, et le temps qu'on signale, ça prend combien d'heures, combien de temps? Or, ce temps-là est relativement court. On doit avoir des relais, des renseignements qui font de telle sorte que dès qu'on a enlevé quelqu'un, il y a alerte. Et quand il y a alerte, qu'il y ait réaction. Surtout que ça se passe sur des grands axes. Voilà, la personne ne sonne pas qu'on commence à dire mais ça ne devait pas être comme ça. Il y a des individus, certainement, qui doivent apercevoir qu'on a enlevé quelqu'un. D'accord. Alors, bon, dans la zone, c'est pas très évident. On va parler de politique. Hein. On sait que la semaine a été marquée par cette sortie médiatique du chat noir du Nayala, Émile Paré, à l'occasion donc du lancement de la rédaction de ses mémoires. Le docteur s'est prononcé sur la conduite des affaires par le président du FASO et le MPP. Le président Kaboré est resté dans la continuité d'une gouvernance de transition démocratique en nommant dans le gouvernement des acteurs de la société civile qui n'ont pas, selon donc le docteur Émile Paré, leur place dans l'exécutif. Alors, est-ce que vous comprenez cette position de Émile Paré et quelle lecture vous en faites? Paul Miki. Alors, d'abord, j'ai été étonné de voir que le docteur Émile Paré a convoqué une conférence de presse pour parler de son projet de livre. Habituellement, on était habitué justement à avoir des cérémonies de dédicace de livres. On ne sait pas à quel moment les gens commencent à écrire leurs livres, mais là, le moment le plus solennel, c'est lorsque le livre est sorti de librairie et que l'on le présente. Mais là, et c'est son rôle. Mais j'ai compris tout de suite dans le contenu que ce n'était pas ça l'essentiel du message. L'essentiel du message de cette conférence de presse, c'est justement ce que vous venez de dire. C'était de dire justement que le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, restait dans un gouvernement politique et un gouvernement, j'allais dire, mixte avec la société civile à l'intérieur. Pour lui, les acteurs de la société civile n'ont pas leur place. Là, c'est l'homme politique qui parle. Émile Paré, rappelez-vous qu'il est venu sacrifier en tout cas son parti à l'intérieur du MPP. Donc, de sa position politique, je le comprends. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Je pense qu'il n'est que le porte-parole d'un certain nombre d'acteurs politiques qui ont subi justement ce revers-là après avoir sacrifié leur parti. Il a dit que voilà, au sein du parti, il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Parce que moi, j'ai suivi un peu pendant la campagne électorale pour la présidentielle de 2020.
à chaque étape, lorsque le MPP passait, il y avait un certain nombre de chefs de parti, environ 17, qui s'alignaient et qui disaient qu'ils ont fondé leur parti au MPP. Donc, c'était donc un peu les nouveaux arrivés. Quand on regarde la liste aujourd'hui, personne n'a eu un poste de responsabilité. Parce qu'à l'époque, il était question de privilégier un peu la jeunesse, les nouvelles têtes, etc. Donc, je pense que beaucoup d'entre eux regrettent, comme Émile Paré, même si lui, il a finalement attrapé un chat, comme l'a dit nos confrères de l'Observateur, avec son nouveau poste qu'il a. Mais sur le plan politique, ça peut se comprendre. Général des écoles de santé, voilà. Voilà. Donc, en réalité, c'est ça la situation. Donc, dans le fond, ça peut se comprendre sur le plan politique. En tout cas, je suis d'accord avec lui qu'aujourd'hui, sur le plan politique, on ne peut pas comprendre qu'on est toujours des acteurs de la société civile comme si on était en transition à l'intérieur du gouvernement. Mais en réalité, il doit comprendre aussi... qui se justifie parce que hier, lors de la rentrée politique du MPP, alors Clément Savadoro est revenu sur la question, il a parlé de discipline, mais il a tenté aussi de justifier le choix donc de faire venir dans le gouvernement ces acteurs de la société civile parce que selon lui, en tout cas, alors l'insurrection a été conduite donc par plusieurs franges de la société burkinabé. Il n'est pas question peut-être aujourd'hui de gouverner sans donc ces différentes parties. C'est le vrai que ce n'est pas l'insurrection qui est au pouvoir. L'insurrection est terminée, il y a eu des élections, il y a un parti qui est élu, dont le parti en réalité devrait diriger les affaires publiques. Mais sur le plan politique également, je comprends le MPP qui est dans une dynamique de ratisser large. Mais je suis d'accord avec Émile Paré que lorsque va sonner l'heure de 2020, la prochaine élection, ce ne sont pas les acteurs de la société civile qui vont battre campagne. Oui, en tout cas, c'est ce qu'il dit clairement. Voilà, non, moi je pense que je suis d'accord avec Meki et Pargui Paré est un personnage atypique de la scène politique burkinabé. Alors, de par ses prises de position. Alors, ici, moi j'ai vu en lui le fou du roi. C'est-à-dire celui qui est venu dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et il a d'autant, moi je le comprends, même si je ne partage pas sa façon de faire, mais je le comprends. Parce que lui aussi, à des moments donnés, il prend des positions courageuses, mais c'est là, dans le fond, il peut dire des choses intéressantes, mais il manque toujours dans la forme, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, un peu comme quand il est parti à l'Assemblée nationale, comme lui-même il le raconte, aller sonner la fin de la récréation. Voilà, donc dans le fond, il a raison. Quand on prend 2014, avec la liste de ceux qui ont démissionné du CDP en son temps. 75. Voilà, 75 personnes. Il y a eu une sorte de risque que les gens ont pris en démissionnant du CDP. Il y a eu une longue liste qui a été établie en son temps. Des chefs de parti sont venus se fondre dans ce grand groupe pour former le MPP. Et quand vous prenez le gouvernement Kaba-Tieba 1, Kaba-Tieba 2, 3 et Dabiré 1, vous reprenez la liste, vous comparez, vous vous rendez compte que en griffe, ceux qui ont pu bénéficier un peu de cette affaire-là ne sont pas nombreux. Ce sont des gens que le président allait prendre par-ci, par-là, venir sous le prétexte que ce sont des technocrates. Mais maintenant, Émile Pargui Paré et ses acolytes, quand ils le regardent, en fait, ce sont des gens qui sont là, qui foutent un peu le désordre dans le gouvernement, quand bien même ils étaient pressentis pour être des technocrates qui devaient quand même... Et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en 2019. En 2020, il y aura des élections. Maintenant, comme ils ne sont même pas sûrs que ces personnes-là ont des bases électorales, parce qu'on parle de société civile, c'est vrai, mais il y a beaucoup qu'on voit dans le gouvernement là, qui n'ont aucune base électorale. Même pas de militants. Voilà, même pas de militants. Ils sont juste là pour une raison ou pour une autre, parce que tout n'est pas question de société civile. Oui, maintenant, mais justement, est-ce que dans le gouvernement, tout doit être politique? Non, moi je comprends. Non, tout ne peut pas être politique. Justement, voilà pourquoi j'ai parlé des sociétés civiles, des technocrates. Ouais. Mais en fait, des technocrates, il n'en est rien. C'est ça aussi la réalité. Parce que quand on regarde même le désordre qui est dans le gouvernement, on se rend compte même qu'il n'y a pas de... Oui. Non, mais je finis sur la question. C'est pour dire que Émile Pargui Paré se plaint aujourd'hui parce qu'en 2020, ce sont encore eux qui devront mouiller le maillot dans les différentes régions, dans les différentes provinces, dans les différentes communes du Burkina Faso pour mobiliser. Donc, pourquoi actuellement ne pas créer un gouvernement qui rassemble ce grand nombre-là, qui va peut-être en griffe mobiliser un peu des ressources financières en attendant la campagne. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Il dit des choses, en fait il y a beaucoup de non-dits dans ses propos. On a bien compris. On comprend, mais on va écouter, on va suivre la question parce qu'on est pris par le temps. Concernant le docteur Émile, ce n'est pas nouveau. Il a déjà chanté ça sur un média de la place et à d'autres occasions. Donc aujourd'hui, il revient enfoncé. Il veut dire même qu'il ne démord pas par rapport à cette question-là. Et pour rejoindre Mickey, en réalité, c'est un envoyé.
Il est même possible qu'au plus haut niveau du parti, aujourd'hui, on veut bien mettre les militants là, à la place là, mais on ne sait plus comment s'y prendre. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces gens-là qui ne sont pas venus n'importe comment. Contrairement à ce que les gens pensent, ils ne sont pas les représentants de la société civile. Ils représentent des intérêts particuliers. C'est des personnes qui ont été mandatées là-bas parce qu'il y a des gens derrière eux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite donc, de la campagne, donc de la victoire du MPP. Donc ces personnes-là sont venues mandatées par des individus, par des intérêts économiques. Sinon, on peut les citer et vous allez me dire qui est société civile. Sinon, aujourd'hui, chaque individu au Burkina va commencer à se définir seul comme étant société civile. Non, c'est des individus à part entière. Peut-être dans une moindre mesure, vous allez dire que Aruna Kaboré est de la société civile. Lui, au moins, s'il avait une structure, le phare. Mais finalement, allez-y demander où se trouve le phare. Encore moins s'il a pris mandat du phare pour être là-bas. La dernière structure qu'on connaissait de lui, c'est BI, Burkina International, qui n'est pas de mon point de vue en tant que société civile, mais peut-être ONG, bon, même société civile. Il n'a pas pris mandat. Ce sont les connexions des gens avec le président, ce sont des intérêts économiques, des groupuscules qui ont mandaté des gens pour être là-bas, pour représenter leurs intérêts. Et ces gens-là, on ne peut pas les jeter comme ça. Oui, ils ont investi, ils ont besoin d'être récompensés. C'est exactement ce qui se passe. Sinon, si c'est le fait de réunir tout le monde, ça c'est Salif Diallo qui avait cette vision. Il n'a pas abouti. Salif avait même parlé de gouvernement populaire. C'est-à-dire qu'il était prêt effectivement à recevoir toutes les tendances possibles. Si des gens étaient prêts, jusqu'au syndicat, s'ils veulent venir au gouvernement, Salif était plus ou moins ouvert à cela. Malheureusement, il a fait les démarches, ça n'a pas marché et on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez que Paul Kabatiba n'avait rien à voir avec cette affaire du MPP, de l'insurrection, de tout ce qui... Il est venu avec sa mallette à l'aéroport. Venu trouver des caciques qui sont là. Les Bissiri Sirima, même si ce n'est pas un bon exemple, il y a un certain nombre de personnes. Pourquoi tu les cites? Non, c'est parce que c'est ton parent, c'est mon esclave, moi je le cite. Oui, c'est mon esclave, moi je peux le citer. Donc, avec un certain nombre de personnes qui étaient pressenties pour être premier ministre dans ce pays, le président peut prendre quelqu'un qui vient en griffe, parce que c'est un peu ce que Paris samedi, les nargués, et qui repart. Après encore, vous repartez prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui revient former un gouvernement de personnes étrangères même à l'affaire qui réunit tout ça. Donc à un moment donné, et comme l'a dit Ouba, c'est des groupes d'intérêts qui ont mandaté des gens pour venir prendre leur part dans le gouvernement. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de frustration. Est-ce que, voilà, justement, cette frustration, il n'y a pas un problème au sein du parti? Parce qu'on a vu également ce qui s'est passé avec Simon Compaoré lors donc, de sa sortie à Ouébia. Mais je pense que vous avez raison. Effectivement, il y a une crise interne au niveau du MPP, ça il faut le reconnaître. Et je pense que ça a été dévoilé au grand jour à Ouébia, ce qui se passe. D'ailleurs, dans d'autres localités du Burkina, on sait que le parti est divisé. C'est le cas de Bobo Dioulasso où on a des acteurs du MPP qui ne peuvent pas mettre les pieds au siège du parti. On n'a jamais vu ça pour un parti au pouvoir. Alors ce qui s'est passé à Ouébia également est suffisamment illustratif de la crise. Maintenant, il y a une crise inter-MPP, il y a également une crise entre le MPP et les partis de la mouvance qui attendaient des strapontins qui n'ont rien vu venir jusqu'à ce que le mandat est en train de terminer. Je pense que Émile Paré est en quelque sorte leur porte-parole aussi, parce qu'en réalité c'est le porte-parole des frustrés et qui sont venus et qui n'ont pas vu. Lui-même il en a eu un peu, mais il est porte-parole parce que bon, voilà, il faut défendre une certaine cause. Sinon en réalité c'est une frustration qui est là. Il y a une certaine rivalité entre ces acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui ont pensé que c'est une transition sans fin et il faut donc en profiter. Et 2020 viendra donc nous dire... D'accord, alors ça va être le dernier mot sur cette question. Il nous reste moins de 5 minutes pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup le Burkinabé, l'élimination des étalons à la CAN 2019 qui se jouera en Égypte. Alors malgré leur victoire hier, vendredi, donc 1-0 sur les Mourabitounes de la Mauritanie, les étalons sont finalement éliminés de cette CAN. Alors... Très rapidement, Ouba, comment quelle lecture, j'allais dire, donc vous faites de cette situation qui élimine? C'est une situation normale. C'est une situation normale. Mais le Burkinabé s'attendait à la dernière journée des qualifications, les chances pour le Burkina de passer ne tenaient qu'en réalité
à une malchance, à une malédiction de l'Angola. Il faut que l'Angola soit maudite pour ne pas, voilà, pour que le Burkina passe. Sinon, aucun exploit du Burkina ne pouvait sauver même si on gagnait 10 buts à 0, même 10 buts à 0. Sur un match nul ou une défaite de l'Angola. Voilà, donc il fallait même laisser le match des étalons là, aller regarder le match de l'Angola. C'est là-bas, il y avait les enjeux. Voilà. Et vous voyez l'Angola qui joue avec le petit poussé du groupe. Ouais. Donc Botswana, l'équipe avec laquelle toutes les autres équipes ont pris 6 points. Sauf le Burkina qui allait se casser les dents avec cette équipe-là. Donc vous ne pouvez pas penser que l'Angola va venir ici et puis perdre le match alors qu'il lui faut tout simplement 1 point, c'est-à-dire et puis il passe. Donc de mon point de vue, l'Angola avait toutes ses chances et le Burkina n'avait aucune chance de passer. Peut-être qu'on a une équipe aussi qui est un peu vieillissante, qu'il faut revoir techniquement. Est-ce que vous avez trouvé que cette équipe du Burkina, en tout cas, méritait d'aller donc à cette CAN 2019? Non, moi je pense que ce qui s'est passé, d'abord je partage ce que je souscris à ce que Ouba a dit, mais au-delà, ce serait peut-être le moment de, s'il y avait la possibilité de convoquer même des états généraux du football burkinabé pour essayer de faire un peu, comprendre un peu un certain nombre de choses. Mais pour revenir à votre question, le Burkina Faso ne méritait pas d'aller à la CAN. Avec cette équipe-là, en tout cas avec cette équipe, parce qu'il y a un problème qui est là. Nous avons une équipe qui est vieillissante. Nous avons aujourd'hui des gens, un entraîneur qui a montré ses limites. Mais si Sita Sangaré continue de compter, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas. Comme on dit que la politique ne doit pas s'immiscer dans les affaires de football, donc il est calé dans son coin, il gère son affaire. Donc, mais il y a un problème qui est là. Et même aujourd'hui, l'équipe est vieillissante, et vous l'avez rappelé, mais qui va prendre la relève? Parce qu'il n'y a même pas de politique de football ici. À part les quelques centres, Salitas et puis Raimo, il y a un certain nombre de privés qui mettent la main à la pâte. Il n'y a pas de relève comme ça. Et troisième des choses, vous avez des joueurs qui, à un moment donné, pensent qu'ils ont la tête dans les nuages actuellement, qui ne pensent même plus pays comme ça, parce qu'on a vu un certain nombre de gestes au cours du match quand même qui montrent que, bon, des gens peuvent se permettre ce qu'ils veulent ici, même ce qu'ils ne peuvent pas se permettre dans leur club. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir, peut-être même rechanger un certain nombre de choses pour espérer amorcer et 2019. Et c'est d'autant plus que même la Mauritanie, à un moment donné, a décidé de ne même plus prendre part à des compétitions. Avait décidé de ne plus prendre part à des compétitions. Oui, pour se focaliser en tout cas sur la formation. Et ça paye aujourd'hui. À l'interne. Voilà. Oui, Paul alors, moi, je constate simplement que le football burkinabé évolue en temps de scie. On a connu des moments de gloire et après on chute complètement. On a été troisième à la dernière. Exactement, troisième et on n'est pas qualifié pour cette fois-ci. C'est vraiment à se poser des questions et à diagnostiquer effectivement la situation. Je pense qu'il faut, comme Dabiré l'a dit, peut-être les états généraux du football burkinabé pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ce que je voudrais dire en tout cas, à mon avis, le Burkina avait besoin de cette qualification par ce temps qui court, ne serait-ce que pour calmer un peu cette pression que l'on a au niveau politique, au niveau de la sécurité et tout. Il aurait fallu en tout cas avoir d'autres types de commentaires qu'il faut faire en tout cas pour calmer les gens. Moi, j'étais à Koudougou et lorsque le match a terminé, j'ai vu une ville totalement refroidie, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer. Si on avait eu cette qualification, bon, ça allait apporter un peu du baume au cœur. Mais c'est vraiment dommage, comme l'a dit Ouba, c'est la situation comme ça qui se présente à nous. 2019, ça sera sans le Burkina, mais c'est vraiment, il faut diagnostiquer la situation. Bon, c'est une chose aussi qui arrive même à des grandes équipes. On a vu des équipes comme le Nigeria, l'Égypte qui ont remporté, qui ne sont pas réparties. Donc voilà, jouer les cannes suivantes. Il y a des raisons particulières. Et chez nous, on a nos raisons qui nous sont propres. Moi, je pense qu'on avait le potentiel de se qualifier. On était dans un groupe où des gens ont dit c'est gagné d'avance. Vous avez Mauritanie, vous avez Botswana, Angola. Et on s'est dit que c'est peut-être l'Angola seul qui peut peut-être nous gêner. Encore qu'on joue une CAN qui passe à 24 équipes. À 16, vous êtes qualifiés. À 24, vous n'êtes pas capable de vous qualifier. On va se retrouver avec beaucoup d'équipes qui vont jouer leur première CAN et c'est le Burkina qui va regarder la CAN à la maison. Donc je pense que véritablement, il y a eu manque de sérieux, un problème d'organisation. Beaucoup
plus qu'un problème de potentiel. Il y a le potentiel, même dans cette équipe qui a échoué là, mais il y a encore d'autres jeunes, si bien que si on voulait bien faire une bonne équipe, on peut faire. La relance est bien possible. D'accord, ça va être le mot de fin, hein, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, et merci pour vos différentes contributions. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Paul Miki Wamba de Ouaga FM, Zoubaviel David Dabigué de la télévision du Burkina et Boukari Woba de Mutation. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut.